soixantaine de tonnes de produits stupéfiants ont été détruites ce mercredi 26 juin lors de la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Cette saisie de l'Office central des stupéfiants comprend de la cocaïne, du cannabis, entre autres. Semaine du numérique au Mali, des avancées significatives sont enregistrées dans divers domaines. Ces avancées permettent de stimuler l'innovation et d'accélérer le développement dans le secteur des technologies et de l'information et de la communication. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une soixantaine de tonnes de produits stupéfiants ont été détruites à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, célébrée ce mercredi 26 juin. Ce butin, saisi par l'Office central des stupéfiants entre juin 2023 et aujourd'hui, comprend divers produits illicites, notamment de la cocaïne et ses dérivés, du cannabis et ses dérivés, du tabac, des pipes et accessoires pour chicha, des produits pharmaceutiques détournés de leur usage initial et même du cyanure. Aminata Amadoula nous en dit plus. 35 km parcourus pour détruire une soixantaine de tonnes de produits stupéfiants saisis par l'Office central des stupéfiants OCS. Il s'agit entre autres de cocaïne et dérivés, de cannabis et dérivés, de tabac, pipes, accessoires de chicha, de produits pharmaceutiques détournés de leur premier usage et même de cyanure. Ces produits ont été saisis de juin 2023 à nos jours. Ainsi, ce sont des milliards de francs CFA en produits illicites qui partent en fumée. Le record est que le taux est élevé. Donc, en ce moment, ce qui veut dire que le service de l'OCS est vraiment en train de travailler. On est en train de traquer vraiment tous ces narcotrafiquants dans tous les domaines. La raison pour laquelle vraiment c'est le lieu de féliciter les services vraiment en charge vraiment de la lutte contre les stupéfiants. C'est le lieu de remercier aussi les autorités comme de la transition à travers notre ministre de la Sécurité qui a consenti vraiment un grand effort par rapport à la lutte vraiment contre ces produits. La population malienne compte 49% de jeunes et les statistiques avancent que 70% de ce chiffre consomment de la drogue, dont 25% de filles. Un véritable fléau contre lequel de nombreuses associations luttent. Il s'agit pour ces acteurs d'accompagner l'OCS dans cette guerre contre les produits stupéfiants. L'association mène des activités de sensibilisation à l'école, dans les rues, dans les quartiers, sur les réseaux sociaux, à travers les médias. Cela veut dire qu'il y a des dépliants qui sont distribués, cela veut dire qu'il y a des causeries qui sont dispensées, cela veut dire qu'il y a des counselings qui sont également réalisés dans les quartiers et dans les familles. Avec les mutations dans le trafic de produits stupéfiants, l'OCS et ses partenaires accroissent, améliorent et adaptent leurs stratégies afin de limiter considérablement le trafic, la vente et la consommation de stupéfiants au Mali. Donc avec la CADS, nous avons renforcé notre action de partenariat à travers les formations, le renforcement des capacités, mais aussi en mettant à leur disposition quelques formations pratiques pour leur permettre d'être opérationnels, et nous essayons aussi de leur doter des kits et des matériels de détection des drogues. La journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues est célébrée le 26 juin de chaque an. À ce titre, le thème mondial est « Les preuves sont claires, investir dans la prévention » et le thème national est « Prévenir et réduire les risques liés à la consommation de substances illicites afin de ne pas laisser s'installer l'addiction ». Deux thèmes complémentaires au vu de l'importance que revêt la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues au Mali. Pour cette incinération de produits stupéfiants faite à cette occasion, il s'agit des produits saisis par 4 zones de l'OCS, à savoir les 2 rives de Bamako, l'aéroport à travers la CAT et Koulikoro. La corruption reste une préoccupation majeure pour les autorités du Mali et des autres pays de l'AES. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication peuvent être un outil efficace pour lutter contre ce fléau. Lors de la semaine du numérique actuellement en cours au CICB, la rédaction de ORTM2 met en lumière l'apport d'éthique dans la lutte contre la corruption. Reportage Mamoutou Danté.
wari be tɛmɛ jamana baara yɔrɔ fɛn fɛn fɛ an bɛna an ka administration an bɛna digitaliser o kɔrɔ di an bɛna fɛɛrɛ tigɛ jamanadenw n'u mago bɛ fɛn mun na u k'a sɔrɔ lafiya kɔnɔ u k'a kɛ ka sɔrɔ u bɛ nafolo min di jamana ma a ma kɛ yuruguyurugu kɔnɔna la a wari ka se a se yɔrɔ la. Depuis toujours, la corruption est un facteur qui freine le développement d'un pays dans son ensemble. C'est pourquoi les autorités maliennes sont désormais mobilisées pour lutter efficacement contre les phénomènes. Cela à travers les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il est clair que la corruption enfreint énormément aux performances des services publics et privés. Les TIC sont une véritable alternative à la lutte. Imaginez, vous voulez avoir votre permis de conduire ou un permis de construction ou n'importe quel document administratif. Vous allez trouver quelqu'un qui va se positionner pour dire que lui, il peut vous délivrer ça en un temps record. Mais tout ça a un coût. Et ce coût final, c'est toi qui le payes. Si le permis coûte par exemple 100 000 francs, il va vous dire que lui, il peut le faire sortir à 150 000 francs, sinon même souvent il triple le prix, 300 000 francs. Mais en réalité, au finish, l'État ne perçoit que les tiers ou la moitié de l'argent que vous avez dépensé pour ces services-là. Alors qu'avec les TIC, donc, on ne manipule plus les fiduciaires. Donc les transactions électroniques sont faites automatiquement. Donc ça va dans la caisse de l'État automatiquement. Voilà déjà un premier pas vers non seulement la lutte contre la corruption, mais vers l'efficacité, c'est-à-dire l'efficience même de l'action gouvernementale. Nous savons que dans nos États, tout est fait, on va dire, le numérique n'est pas encore au cœur de l'action gouvernementale. Donc permettre de mettre en œuvre des outils, des plateformes et des solutions dématérialisées permet de répondre à la question de la célérité, mais aussi de la transparence, pour permettre à ce que l'État puisse mobiliser les recettes dont les États ont besoin pour pouvoir nous autofinancer nous-mêmes. Pour minimiser les dégâts, une nouvelle stratégie basée sur l'éthique s'avère une solution efficace pour diminuer la corruption. Si vous avez un marché, vous n'êtes pas en contact avec celui qui donne le marché, ça vous force moins de donner de l'argent. Et donc s'il y a une application en place qui gère tout, avant d'avoir le marché, vous n'avez rien à débourser. Ça c'est un exemple tout simple. Donc l'éthique, ça nous fait un gain de temps. Ça nous fait une optimisation de toute la procédure. Il y a des gens qui, même avec l'éthique, essaient de contourner les procédures. Mais si c'est mis en place jusqu'à 90-95%, vous comprendrez avec moi qu'ils auront du mal. Donc l'éthique lutte efficacement contre la corruption. Déjà, le numérique ou les TIC sont une très grande opportunité pour tous les pays du monde et en particulier notre pays, le Mali, à relever les grands défis auxquels le pays est confronté. Et en matière de lutte contre la corruption, c'est une opportunité, par exemple dans le cadre par exemple des paiements des taxes et impôts, le paiement des infractions. Et si on arrive à digitaliser tout cela, on peut espérer que nous pourrons mieux progresser. On peut donc confirmer sans les risques de se tromper qu'une administration numérique peut constituer un outil efficace de lutte contre la corruption. Le Niger et le Burkina Faso, les deux pays frères avec lesquels le Mali forme l'Alliance des États du Sahel, AES, sont fortement représentés à cette deuxième édition de la Semaine du numérique. Pour les acteurs maliens, nigériens et burkinabés de l'écosystème numérique, l'heure est au financement commun de solutions numériques et à la décentralisation de l'administration. Ces initiatives, parmi tant d'autres, visent à assurer le succès escompté de cette alliance. Hawa Kamara. Mutualiser nos efforts afin de créer des solutions numériques révolutionnaires à des coûts supportables pour les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, c'est la dynamique dans laquelle les représentants du Niger à cette deuxième édition de la Semaine du numérique se projettent. Voici là pour eux une opportunité à saisir le plus tôt possible. Le digital, c'est des outils avec lesquels une seule solution
peut couvrir le monde entier. On peut profiter en fait de ces leviers que le digital offre pour gagner du temps. Par exemple, des data centers, des solutions qui demandent beaucoup plus de moyens. On peut mutualiser nos ressources et pour que ça revienne moins cher aux États et que les experts de ces différents pays se retrouvent ensemble pour développer des solutions qui vont profiter à toute la communauté. Différentes solutions numériques existent déjà dans chacun des pays de l'AES. Le Burkina Faso propose tout simplement une reproduction, sinon un partage d'expériences, afin de mettre les trois pays au même niveau numérique. Nous, déjà au Burkina Faso et à travers la poste Burkina Faso, nous avons essayé de digitaliser tout ce qui est produit, tout ce que nous avons comme produit physique. Si vous prenez aujourd'hui les colis postaux, nous les avons digitalisés. Si vous déposez un colis dans n'importe quelle ville du Burkina pour une autre ville du Burkina Faso, tout est digitalisé, tout est suivi déjà par le mail. Et aussi, on a la possibilité au Burkina Faso de permettre aux gens de commander les actes de naissance, les casiers judiciaires en ligne. Ceux qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire, ils restent dans les zones, ils font les commandes et la poste vous livre. Donc nous sommes là aujourd'hui avec nos solutions qu'on peut peut-être voir ensemble comment transposer ça au Mali. Certains acteurs de l'écosystème numérique du Mali vont plus loin. Monsieur Diallo, par exemple, propose un système numérique commun aux trois pays de l'AES. Tous les acteurs des trois pays, on doit les mettre ensemble pour que eux nous définissent la stratégie pour intégrer les ressources que nous avons. Il faut donner la priorité à la formation, il faut donner la priorité à l'interconnexion de nos pays, que la fibre optique là parte de Bamako, Niamey, Ouaga, etc. Que l'on achète un satellite pour nos pays et qu'on mette des grandes écoles pour former les ingénieurs. Profiter au maximum du numérique. Certains jeunes Maliens ont déjà fait le pas. Cette machine de quiz est spécialement conçue pour éduquer les citoyens des pays de l'AES sur les cultures des trois pays. Il y a une image, il y a une question et il y a 4 propositions de réponse. Donc, une fois que tu choisis une réponse, tu as trouvé et on te donne aussi les explications. Donc, ensuite, tu appuies sur continue, il y a d'autres questions. Il y a des questions sur les cultures et les pays des pays de l'AES où les gens peuvent apprendre beaucoup sur ces pays-là. L'objectif, c'est surtout apprendre. Et c'est important de se connaître en fait, savoir d'où tu viens pour pouvoir aller loin. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, comptent donc abondamment tirer profit du numérique afin de se hisser dans un futur très proche au rang des plus grandes puissances numériques au monde. Il est en train de le programmer. Avec 68 stands installés pour l'occasion, cet événement se veut de promouvoir la visibilité des acteurs des technologies de l'information et de la communication en espérant leur ouvrir de nouvelles opportunités. Pendant cette rencontre, les jeunes start-up les plus prometteuses ont l'occasion d'exposer leur innovation et leur savoir-faire. Mancha Traoré. Cette semaine du numérique est un espace dédié à tous les acteurs du secteur pour leur donner l'occasion d'exposer leurs talents. Il s'agit là pour les organisateurs de favoriser l'émergence du secteur des technologies de l'information et de la communication. Nous avons installé à peu près 70 stands, dont une quarantaine sous ces chapiteaux que vous voyez qui reçoivent aujourd'hui les startups, qui sont au nombre de 30, les startups présélectionnées, et également certains partenaires aussi qui ont souhaité exposer leur savoir-faire, et surtout des partenaires de l'AES aussi qui sont là, et des stands également pour les pays de l'AES dans les bâtiments principaux là-bas, qui abritent à peu près 27 stands, 26 stands exactement. Selon les participants, ce rendez-vous donnera un coup d'accélérateur au développement numérique dans notre pays. C'est notre devoir en tant qu'agence représentée au niveau de notre stand, parce qu'il y a 4 agences qui sont représentées, de pouvoir consolider tous ces acquis-là et en retour de pouvoir vulgariser ça au niveau de notre pays. Pour l'occasion, les participants sont venus de tous les horizons et parmi lesquels on peut citer des chefs d'entreprise, des organisations ou fêtières et la presse. Une rencontre qui met en lumière le potentiel numérique dans divers domaines. Nous sommes dans un monde numérique. Tout ce que nous faisons est numérique. Malgré qu'il y a certaines réticences dans certaines pratiques de nos populations, vraiment nous sommes dans l'ère numérique. Chez nous, notre école, il ne forme qu'en numérique. Les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, pour ne pas dire l'AES,
nous serons désormais tous dans le système, dans la communication électronique et numérique. On est venu juste pour présenter aux Maliens, aux jeunes Maliens surtout, aux futurs étudiants qui veulent embrasser le métier du journalisme et de l'audiovisuel. Quand même que chez nous, au Niger, il y a une école de journalisme qui forme à tous les métiers de la communication. Pour cette deuxième édition, les startups seront choisies en fonction de leur capacité à apporter des contributions pertinentes dans le domaine. Le projet que je vais vous présenter s'appelle Secure ID. C'est un projet qu'on a développé qui peut être en application, que ce soit dans la police nationale ou la sécurité d'État en fait. Lorsqu'il y a des cas de braquage, on peut faire passer la vidéo dans le système qui va identifier toutes les personnes de façon unique dans une vidéo et pouvoir ressortir leurs informations en temps réel, même si la personne a eu à changer d'identité. Nous avons différentes innovations présentes sur notre stand, ce qu'on appelle donc la mentor AI. Donc c'est une mentor qui se trouve dans l'application Kabako et que n'importe qui, n'importe où dans le Mali, dans le Sahel, peut directement accéder. Le point le plus important, c'est qu'elle parle en Bamanankan. Donc il y a la version voice, on peut envoyer des vocales directement. Elle répond en Bamanankan. Nego, nebe feka seneke malla, ibise kandeme. Anebe dusu done seneko kurala. Ka sigida doniawni. Fere kuro fara nogonekan. Dans ce stand, nous avons eu droit à des démonstrations high-tech de réalité virtuelle qui a permis aux visiteurs de voyager sans effectuer le déplacement. Mais je suis à l'intérieur de la mosquée. Mais et le monsieur là qui me suit là, lui, qu'est-ce qu'il fait? La réalité virtuelle est une technologie émergente qui peut être utilisée dans plusieurs domaines pour créer de la valeur, pour créer de la richesse et de la prospérité, à savoir par exemple dans le domaine de la culture, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la santé aussi, et même dans le domaine de l'éducation. Je vois un grand progrès au niveau du numérique. Je viens de porter le casque qui m'a fait visiter la mosquée de Djenné. Étant ici, je suis complètement à Djenné. J'ai vu la mosquée, les alentours et même l'intérieur. Ici, c'est loin d'être un jeu d'enfant. Les acteurs de l'écosystème du numérique vont réfléchir sur des mécanismes, des solutions et des initiatives en vue de relever les défis liés à la transformation digitale. Sur un tout autre sujet, baccalauréat 2024, au centre Massamaran Diabaté, les épreuves se déroulent dans l'ensemble de manière satisfaisante, mis à part un incident isolé impliquant un candidat qui s'est présenté sans pièce d'identité. Par ailleurs, parmi les 408 candidats inscrits, 54 étaient absents lors des épreuves, constat fait par Fatou Diaby et Adama Dombili. Mercredi, troisième jour du baccalauréat. À peine arrivé dans la cour du centre Massamakan Diabaté pour constat, nous tombons sur cette scène. Et c'est le mot dégage que le candidat désobéissant n'a nullement apprécié. Pourtant, il n'avait pas sa carte et qui a voulu forcer la salle. Et on l'a sensibilisé et malgré tout, il a refusé. Il dit qu'il ne sort pas du centre et que lui, il a retenu son numéro de place et que c'est largement suffisant. Malgré le fait que certains élèves tentent de doubler les surveillants, rien n'échappe à leur vigilance. Comme vous l'avez remarqué, le centre du lycée Massamakan, il y a beaucoup d'entrées. Il y a une partie des clôtures qui sont tombées et les gens tentent souvent de contourner la porte pour aller escalader les murs. Hier, il y a 3 candidats qui sont venus vers 9h. Imaginez, la loi a permis un retard de 15 minutes. Et lui, il est venu à 1 heure de retard. Là, ce n'est plus possible. Et là, nous avons dit que à ces candidats-là, réellement, ils ne sont pas autorisés à rentrer dans les salles. Mais malgré tout, nous avons remarqué qu'ils ont contourné le centre pour aller escalader les murs, pour aller dire aux surveillants que le président du centre les a autorisés d'accéder à la salle. Bon, malheureusement pour eux, le surveillant il a été vigilant, il les a accompagnés. J'ai dit non, et ce qu'il a dit c'est faux. À part ces petits bobos, tout est presque normal. Les surveillants sont complets, les responsables aussi sont complets. Seulement, nous constatons qu'il y a beaucoup d'absents parce qu'à ce jour, il y a 54 absents parmi les candidats. Le premier jour, c'était 49. Pour que la dernière ligne droite se passe bien, la compréhension est demandée à tous. J'en appelle au calme, vraiment que les candidats qui nous comprennent.
Nous ne sommes pas des méchants, nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Nous sommes là juste pour surveiller, pour que les examens puissent se dérouler dans de meilleures conditions. Les épreuves du baccalauréat se déroulent dans une atmosphère de sérénité au centre d'examen du lycée Askia Mohamed 1 et 2. Jusque-là, aucun incident n'a été signalé dans ce centre relevant de l'académie de la rive gauche. Sabine Keita. Au centre du lycée Askia Mohamed 1 et 2, après 2 jours d'examen, aucune fuite de sujet n'a été signalée ni de fraude. Après 2 jours d'examen, en tout cas chez nous ici dans notre centre, alhamdoulilah, tout se passe normalement et nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures. Donc nous n'avons pas eu de cas de fraude, nous n'avons pas eu de difficultés concernant l'identification des candidats, les pertes en cours d'épreuve des cartes d'identité des candidats. Jusqu'à ce jour, on a eu un seul cas. Et les épreuves sont déroulées dans la plus grande sérénité. On n'a pas constaté des irrégularités et les élèves étaient concentrés. S'agissant des sujets, le président du centre, LAM 1, explique que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les sujets. Vu toutes les dispositions prises par le Centre national des examens et concours en collaboration avec le cabinet, les sujets sont codifiés. Les épreuves de baccalauréat se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère des Mines communique conformément à l'arrêté interministériel numéro 1907 MATD MSPC MEADD du 1er juillet 2015, le ministre des Mines informe l'opinion publique de la suspension des activités d'orpaillage sur toute l'étendue de la République du Mali de la période allant du 15 juin au 30 septembre 2024. Le ministre des Mines exhorte les autorités administratives et coutumières, les organisations de la presse ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer leurs efforts pour le respect strict de cette disposition pendant la période indiquée. Le ministre des Mines sait compter sur la compréhension de tous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.